soup. Check the heart, check the, is it the brain? No sign of cardiac anomaly or unusual brain activity. Okay, so it's poison? My diagnosis is that you've experienced a severe anxiety attack. Salut tout le monde! J'avais dit qu'un jour je ferais une vidéo sur l'hypocondrie, eh bien nous y voici. Si vous êtes hypocondriaque, ou alors si vous êtes très soucieux de votre santé à tel point que ça devient un enfer de vivre, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner quelques petits conseils. Et si vous avez un hypocondriaque dans votre famille, dans vos proches, eh bien dites-lui de venir regarder cette vidéo. Si tu ne me connais pas, eh bien je m'appelle Didi Chandouidoui et j'ai souffert pendant plus d'1 an de crise hypocondriaque, de dépression hypocondriaque. Aujourd'hui, eh bien ça va tellement mieux. Alors c'est pour ça que je me permets de donner quelques petits conseils à ceux qui sont en train de vivre la même chose. Dans cette vidéo, je vais pas vous donner des conseils bateaux qu'on pourrait lire sur internet ou qu'on pourrait entendre au coin de la rue. Non, je vais essayer de vous donner des conseils qui, je pense, ont vraiment aidé à mon rétablissement. Des conseils qui ont marché pour moi. Avant qu'on commence réellement, je tiens à dire que je ne me considère pas médecin et que je ne veux en aucun cas substituer un psychologue, et je suis là juste pour apporter un peu d'aide ou de réconfort. Si vous êtes encore là en train de me regarder, en train de m'écouter, c'est que nous nous trouvons entre hypocondriaques, alors commençons. Premier truc qui, je pense, m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre comment l'hypocondrie fonctionnait, de comprendre comment nos angoisses, nos peurs, notre anxiété fonctionnaient. Étant quelqu'un qui n'avait jamais stressé avant, je ne connaissais vraiment rien à l'angoisse, ça m'énervait de ne pas comprendre ce qui arrivait dans mon corps. Je pétais réellement un câble parce que je ne comprenais pas comment c'était possible que tout ça m'arrive. Comment l'anxiété arrive-t-elle ? Comment l'anxiété peut-elle te donner de tels symptômes? Et puis merde, bordel, c'est quoi l'hypocondrie? Pourquoi ça arrive à des gens? Alors j'ai lu beaucoup, longtemps, des livres comme Psychologie de la peur, La société hypocondriaque, Corps, mémoire et hypocondrie, Vaincre sa peur de la maladie, et plein d'autres bouquins encore, et plein d'articles, de presse, de scientifiques sur internet. Et je vous promets, c'est surtout ça le premier conseil, lisez pour comprendre ce que vous avez réellement. En plus d'être rassuré, parce que vous verrez que vous n'êtes absolument pas le seul, car dans ces bouquins, des fois il y a des psychologues qui parlent de plusieurs patients qu'ils ont eu qui étaient hypocondriaques, donc voilà, vous ne vous sentirez plus seul, vous allez peut-être un peu rassuré, et deuxièmement, ça va vous donner des clés pour combattre ce trouble, de mieux le comprendre pour pouvoir vous en délivrer. Vous entendez partout qu'il ne faut absolument pas chercher ces symptômes sur internet. Eh bien mon deuxième conseil, c'est justement d'aller sur internet et de taper ces symptômes. Sauf qu'au lieu d'aller dans les rubriques cancer, sclérose en plaques ou des choses comme cela, eh bien vous allez dans les rubriques propres à l'angoisse. Les rubriques ont été créées pour l'hypocondrie, pour les crises d'angoisse, pour l'anxiété, pour la dépression, etc. Imaginons que tu passes tes journées avec une sensation de grosse boule dans la gorge, le symptôme le plus fréquent, pas du cancer de la gorge, mais de l'anxiété justement. Eh bien tape boule dans la gorge, stress, ou boule dans la gorge, hypocondrie, ou boule dans la gorge, dépression, je ne sais pas, mais ne tape pas boule dans la gorge, cancer. Va sur internet, ça va te rassurer. Va sur internet, il y a plein de gens qui sont dans le même cas que toi, qui ont traversé les mêmes choses que toi. D'ailleurs, si tu comprends bien l'anglais, eh bien je te propose de taper hypochondria ou health anxiety si tu veux développer tout ça. Parce qu'évidemment, en France, on n'aime pas parler de tout ça. Mais si tu tapes ça sur YouTube, je te promets, tu verras, il y a des Américains qui en parlent. Voilà, comme moi, je t'en parle maintenant. Ils vont te donner des conseils, parler de leur vie, comment ils s'en sont sortis. Ils vont faire des témoignages vraiment très cool. Après, c'est peut-être la même chose en espagnol, si tu comprends l'espagnol. Mais je ne comprends pas l'espagnol, donc je ne pourrais pas te dire. Beaucoup vont te dire que c'est Internet qui génère ton stress, que sur Internet, tu vas trouver que des trucs négatifs. Non, il faut bien utiliser Internet. Et utiliser Internet, c'est donc mon deuxième conseil, la deuxième clé, si tu préfères, qui va ouvrir les portes de ta guérison. Troisième conseil, fais un break. Fais une pause. Éloigne-toi de tout ce qui te stresse pendant quelques temps. Et ça, c'est vraiment si tu es en mode crise d'angoisse quotidienne, que tu es en anxiété généralisée, si tu n'arrives plus à dormir, au contraire que si tu ne fais que de dormir. Il y a un moment, il faut dire stop. Et peut-être même, pas forcément stop avec ce qui nous stresse, mais avec tout. Le but, c'est que ton esprit soit clair. Le but, c'est de te reposer. Je vais vous dire un truc, et je n'ai aucune honte, parce que je sais que ce que je vais vous dire, ça a vraiment participé à ma guérison, c'est que je suis parti quelques semaines revivre chez ma mère. Et ça m'a fait
mais vraiment du bien, de la retrouver, et même de me rapprocher de mon petit frère, de dire stop pendant quelques temps au travail, aux amis qui sont là, qui te prennent ton énergie positive, de t'éloigner de peut-être ton foyer, qui est peut-être source de stress pour toi. Fais un break. Voilà, des petites vacances, prends-toi des congés si tu travailles ou un congé maladie, c'est possible aussi. Ta santé passe avant le reste. Je le répète, mais ta santé passe avant le reste. 4e conseil, ose parler de ton hypocondrie, mais pas trop quand même. Il faut pas tomber dans des extrêmes. Si tu en parles trop, tout le temps, déjà tout le monde va être saoulé que tu te plaignes pour rien, ce qu'à leurs yeux, c'est pour rien, on est d'accord. Et ça va en plus te conforter dans tes schémas dans ta tête. Tu vas toujours en parler, donc tu vas être toujours fixé sur tes symptômes. Tu vas ne penser qu'à ça, parce que tu ne vas parler que de ça. Évidemment, pour être rassuré, mais c'est pas ce que ça va faire, et tu le sais très bien. Mais dans l'autre cas, si tu n'en parles pas, et que tu gardes ça pour toi, et ben voilà, ça a envie de sortir à un moment. T'as envie de te plaindre, t'as envie de te confier surtout. Donc si tu gardes tout ça pour toi, toute cette frustration, toute cette peur, toute cette colère peut-être, eh bien ça va ne faire qu'empirer les choses. Et des fois, tu peux peut-être le sentir si t'es en soirée par exemple et que tu dis rien. Tu sens que les symptômes ils augmentent et tout, parce que t'as peur de tes symptômes. T'as peur en soirée quand il y a vraiment tout le monde qui s'éclate, toi t'es là, t'as peur de claquer. Là, pour vous aider, ce que je peux dire, c'est trouvez-vous quelques personnes de confiance et vous n'en parlerez qu'à ces personnes-là. Les gens, évidemment, n'ont pas envie de vous voir vous plaindre, n'ont pas envie de vous voir chialer peut-être. Si vous en parlez tout le temps à tort et à travers, les gens vont en avoir marre de vous. Et si vous en parlez jamais, c'est peut-être vous justement que ça va gaver. Trouvez-vous donc des personnes de confiance, des personnes à qui vous pouvez vous confier. Parlez de ce qui vous arrive aux personnes que vous avez choisies. Et vous verrez, ces personnes vont prendre soin de vous. De temps en temps, vont même prendre des nouvelles. Mais les personnes autour ont besoin de voir que vous vous prenez en main, de voir que vous essayez de sortir de l'hypocondrie. S'ils vous voient toujours en train de vous plaindre, eh bien eux ils vont penser que vous ne faites rien pour arranger l'hypocondrie. Évidemment, c'est encore plus dur d'en parler quand vous êtes justement la personne dans la bande d'amis qui fait le con, qui fait rire tout le monde, peut-être même qui guide les gens. C'est peut-être justement encore plus dur d'en parler si vous êtes cette personne-là. Mais vous inquiétez pas. Si vous avez des amis, si vous faites rire vos amis tout le temps, si vous les motivez, si c'est vous qui ne va pas bien maintenant, eh bien eux, ils seront là pour vous, comme vous êtes là pour eux la plupart du temps. Et puis même à en parler, je sais pas, par exemple, à votre mère, à votre père, eh bien peut-être que lui, il sait dans la famille que quelqu'un a vécu la même chose, et vous allez donc pouvoir parler avec cette personne de comment est-ce qu'elle est sortie de l'hypocondrie. Voilà, bon là c'était le point un peu bordel, mais tout ce que je vous ai dit, je vous jure, ça a marché pour moi. Sissi m'a vu chialer, évidemment. Mais est-ce que j'en ai honte? Non, parce que Sissi était là pour moi, et moi je sais que je suis toujours là pour lui. Ma tante, qui m'a dit qu'elle était hypocondriaque elle aussi, il y a à peu près 20 ans, elle est passée par là. Mais ça m'a fait du bien. Donc voilà, ça permet de rendre l'hypocondrie banale. Et ça, c'est très important. 5e point, et là c'est peut-être un point que des personnes seraient pas du tout d'accord avec moi. Je comprends. Ce que je vais dire, ça a un peu osé, mais en tout cas, ça a carrément marché pour moi. Et ce 5e point, ce 5e conseil, cette 5e clé pour s'en sortir, c'est de provoquer soi-même les symptômes qui nous effraient le plus. Si t'as peur du mal de tête, eh bien prends-toi une cuite et le lendemain t'auras mal à la tête. Si t'as peur que ton cœur fasse, je sais pas, qu'il batte trop vite ou je ne sais pas quoi, prends ton vélo et pars faire 30 km. Si t'as peur que ton pouls soit élevé, pars à la douche et prends une douche vraiment froide, glaciale, pendant 10 minutes. Le but de cet exercice, c'est de t'habituer aux symptômes, de mieux les connaître et de te dire « Eh, ça c'est moi qui me l'ai provoqué ». En plus de t'habituer aux symptômes et du coup de ne plus en avoir peur parce que c'est toi qui les as provoqués, tu vas redécouvrir ton corps. Et c'est ça le principal objectif de ce conseil, c'est de redécouvrir son corps. Tu vas te prouver à toi-même que les symptômes ne sont pas mortels. Par exemple, si vous avez peur que votre cœur déraille et que votre médecin arrête pas de dire « Mais non, il a rien ton cœur ». Hop, pars faire 30 km en vélo. Et après, tu vas te dire « Ok, mon cœur bat très vite, mais c'est à cause du vélo. Et mon cœur tient la route. Mon cœur est peut-être finalement en bonne santé. » Et après, quand ton cœur battra vite et que tu seras là « Putain, j'ai peut-être un truc. » Et du coup, il va battre encore plus vite et tu vas penser que tu as réellement un truc. Eh bien, cette fois, ça ne va plus le faire.
Parce que tu t'es habitué à sentir ton cœur battre vite quand tu faisais du vélo. Et donc, tu vas progressivement ne plus faire attention aux symptômes qui te font peur. Et si tu ne fais plus attention, eh bien, ils vont partir. Eh oui. 6e point, faites du sport. Pareil, là, pour redécouvrir votre corps, mais surtout, il faut vous réapproprier votre corps. Votre corps n'est pas un ennemi, et c'est justement l'objectif de ce conseil. Il va falloir vous prouver que votre corps n'est pas un ennemi. Vous pouvez faire des trucs de fou avec votre corps. Mais quand je dis faire du sport, eh bien ce n'est pas n'importe quel sport. Je veux que vous me fassiez un sport qui vous rend fier. Parce que sinon, eh bien ça sert à rien. Si vous êtes par exemple habitué, je sais pas, à courir 20 km 3 fois par semaine, et que vous me dites bah non je fais du sport et ça va toujours pas bien. Et c'est normal parce que tu étais déjà habitué à faire tes 20 km 3 fois par semaine. Là je veux quelque chose de nouveau. Et je veux quelque chose qui te rende fier. Peut-être quelque chose que tu pensais ne jamais arriver à faire. Peut-être que tu te dis je suis incapable de faire 1 km en crawl à la piscine. Eh bien essaye. Essaye. Peut-être que quand tu regardes Rogue One, tu te dis putain ce mec avec ce bâton, c'est impressionnant ce qu'il fait. Pareil pour Morgan dans The Walking Dead. Eh bien achète-toi un beau. Et fais du beau. Et tu te dis peut-être, non mais moi je serais incapable de faire ce qu'ils font. Mais utilise internet comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des cours sur internet, moi je l'ai fait. Et oui, maintenant je fais du beau. Fais quelque chose qui te rende fier et surtout, quelque chose pour que tu sois fier de ton corps. Et tu verras, après, je sais pas, après ton kilomètre en crawl par exemple, tu seras fier de toi et tu pourras vraiment compter sur ton corps. Numéro 7, il n'y a pas que le sport aussi qui peut aider. Il y a aussi la création artistique. Il y a beaucoup de personnes qui disent créer parce que quand ils créent, ils expulsent des choses en eux. Ils expulsent du négatif. Ils expulsent des névroses, du stress. Si l'artiste en vous, eh bien, il ne s'est jamais réveillé, eh bien réveillez-le. Ça fait 20 ans que tu as envie de dessiner, tu l'as jamais fait. Ça fait 30 ans que tu as envie de faire de la musique et tu l'as jamais fait. Ça fait, je sais pas, 40 ans que tu rêves de faire des vidéos et tu l'as jamais fait. Fais-le. En plus de te vider la tête dans un truc qui te plaît et dans un truc que tu vas créer, et du coup il y a d'autres personnes qui vont te donner des retours là-dessus, tu verras, ça, cette sensation est vraiment magnifique, eh bien tu vas expulser le négatif, tu vas t'enlever le stress et tu peux même créer par rapport à ton hypocondrie. Et oui, si tu veux peindre tes plus grosses peurs, eh bien fais-le. Si tu veux écrire tes plus grosses peurs, eh bien fais-le. Dis-toi que ta peur, dis-toi que ton angoisse peut générer de l'inspiration. Sers-toi de ta bête noire, sers-toi de ton pire ennemi à l'intérieur du corps pour faire quelque chose de beau. Conseil suivant, et cette fois-ci on va parler de paranoïa. Vous savez, il y a des gens qui sont parano. Et par exemple, on va dire que Georges, eh bien il a l'impression que tout le monde veut le tuer. Eh bien si quelqu'un par exemple arrive en retard chez lui, pour lui ça va être un signe que cette personne est en train de préparer un plan pour le tuer. La femme de Georges, en cuisinant, eh bien elle a mis du curcuma. Et Georges lui dit mais tu sais très bien que je suis allergique, et sa femme avait totalement oublié. Eh bien Georges va penser que là encore c'était un signe que sa femme voulait le tuer. Etc. etc. Georges va voir des signes partout que tout le monde autour de lui veut le tuer. Et là, vous trouvez peut-être ça absurde. Vous dites que vous, ça pourra jamais vous arriver d'être parano. Eh bien si, parce que l'hypocondrie, on peut l'associer à on peut associer l'hypocondrie à l'hypocondrie. L'hypocondrie, on peut l'associer à la paranoïa. Vous êtes parano de votre propre corps. Le moindre symptôme est là pour vous tuer. La moindre sensation, la moindre impression, c'est un symptôme d'une maladie mortelle. Comme Georges doit apprendre que les proches autour de lui l'aiment et ne veulent pas son mal, réalisez que votre corps n'est pas malade. Justement, votre corps, vous pouvez faire du sport avec, comme on a vu tout à l'heure. Votre corps peut vous aider à créer, comme on l'a vu juste avant. Votre corps va bien. Et arrêtez de voir des signes partout qu'il vous veut du mal. De voir que votre corps est faible, que votre corps est en train de mourir, que votre corps est malade. Georges y voit le monde à travers une vision qu'il s'est lui-même créée au fur et à mesure de ses peurs, une vision où il voit tout le monde le tuer. Comme vous, et comme moi il y a encore quelques mois.
avec notre corps. On est sans cesse en train d'espionner. Que fait mon corps? En train de se palper peut-être. En train de, je sais pas, fouiller dans sa bouche. Se toucher le dos, regarder les grains de beauté, je ne sais pas. Et tac, ça me démange au bras, ben j'ai un cancer de la peau. J'ai une petite boule là sous la langue. Ah ben c'est un cancer de la langue. Ah non, oh là là, c'est carrément un cancer des glandes salivaires. J'ai mal à la tête depuis quelques jours. Putain, mais j'ai une tumeur au cerveau, c'est sûr. Vous êtes exactement comme Georges. Et quand vous réalisez ça, et je sais pas, genre par exemple en regardant ma vidéo, là vous avez peut-être une sensation, et ben dites-vous, ben en fait oui là, je viens de penser comme Georges. Eh bien, essayez de ne pas penser comme ça. Et je trouve que de faire un parallèle avec un autre trouble, donc j'allais redire l'hypocondrie, la paranoïa, eh bien, enfin moi ça m'a beaucoup aidé. Je me disais, ben oui, en fait j'agis comme un paranoïaque. 10e conseil, entretenir une relation saine avec son médecin. Et oui, ça c'est le plus dur. Regardez cette vidéo, vous êtes déjà probablement passé par la case engueulade avec le médecin, ou je veux faire des tests supplémentaires, et lui, non, il faut pas en faire parce que tout va bien. Si, je veux en faire. Ou peut-être même la case changement de médecin, c'est possible aussi. Oui, le médecin peut se tromper. Vous avez tous lu des articles, voilà, où quelqu'un allait chez le médecin et le médecin lui disait qu'il n'y avait rien et finalement cancer stade 4, voilà, horrible, on est d'accord. Le médecin a le droit à l'erreur. Et si vous êtes vraiment pas sûr sur un truc, vous pensez vraiment que là le médecin se trompe, eh bien allez voir un second avis. Ça va, c'est sain, ça peut arriver, des gens le font, un deuxième avis. Mais si le deuxième médecin vous dit que lui aussi il n'y a rien, n'allez pas voir un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis aller à l'hôpital pour rien, vous faire des tests pour rien, des examens pour rien. C'est une perte de temps, une perte d'argent et un générateur de stress intense. Alors oui, après, effectivement, quand tous les tests sont faits, ça va mieux. Mais est-ce que, une fois que les tests sont faits et que ça va mieux, ça va vraiment mieux? Non, parce que quelques jours après, c'est reparti pour une autre chose. Et vous le savez très bien, sinon vous ne serez pas en train de regarder ma vidéo. Alors comment on fait pour entretenir une relation saine avec son médecin? Eh bien choisissez un médecin qui vous comprend. Alors moi j'ai eu de la chance que quand tout a commencé, mon médecin il m'a dit, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle Dylan. Il m'a dit la mauvaise nouvelle c'est que t'es malade. La bonne nouvelle, c'est que tu es hypocondriaque et que ça se soigne. Et évidemment qu'il n'était pas d'accord, surtout quand je voulais faire des examens approfondis pour un truc et qu'il voulait pas et tout. Mais il y a un moment, on a trouvé vraiment un juste milieu entre ma plainte hypocondriaque, de la peur de telle maladie, et sa parole à lui, qui était à la fois assez stricte, hein, parce que Diane, tu me fais chier là, ça fait 3 fois que t'es là en une semaine, mais une parole aussi rassurante. Il y a un moment où on trouve le juste milieu. Mais pour faire ça, il faut pas changer de médecin tous les 3 quarts d'heure. Et il faut pas se rendre à l'hôpital tout le temps aussi. Vous faites chier les gens. Il y a des gens qui sont vraiment malades là-bas. Et effectivement, je dis pas que l'hypocondrie, c'est pas une vraie maladie. Vous savez que je suis passé par là. Mais on va dire que voilà, c'est un trouble dans la tête. Donc le médecin, qu'est-ce qu'il veut lui? Eh bien, il veut que vous allez vous reposer. Il veut que vous allez vous détendre. Peut-être que vous allez voir un psychiatre, un psychologue, je sais pas. Mais il veut juste que vous supprimiez la cause du stress. Et évidemment, vous, la cause du stress, c'est les symptômes. Je le sais bien, parce que j'étais comme vous. Ce qui te stresse, c'est de ne pas pouvoir prendre à temps ta maladie. Et que quand on découvre ta maladie, tu sois déjà à un stade trop avancé, non soignable. Eh bien justement, on arrive à l'avant-dernier conseil. Change ta vision de la maladie. Et si tu y arrives aussi en même temps, mais ça c'est un peu plus dur, change ta vision de la mort. Parce qu'on est d'accord, être hypocondriaque, c'est quoi? Mais c'est avoir peur de la mort. Bah oui, t'aurais pas peur de la mort, tu t'en foutrais d'avoir un cancer, d'avoir la sclérose, de faire une rupture d'anévrisme. Tu t'en foutrais. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup de fois sur internet qu'un hypocondriaque, finalement, c'était peut-être quelqu'un qui avait peur de la mort, mais c'est aussi surtout quelqu'un qui aimait beaucoup trop la vie. Voilà, vous êtes peut-être ce genre de personne qui fait tout à fond, qui aime à fond, qui aide à fond, qui fait tout à fond, qui aime vraiment trop la vie, qui aime vraiment trop les gens. Et il y a beaucoup de gens qui disent que les hypocondriaques, c'est que des personnes comme ça. C'est souvent des personnes qui disent « mais ma famille est superbe, mes proches sont superbes, j'ai un métier superbe et tout », et bam, hypocondrie, parce que voilà, ils ont peur de tout perdre. J'ai eu peur de tout perdre, tu as peut-être peur de tout perdre. T'as peut-être, mais tellement de rêves. Et tu te dis, ben en fait, si j'ai une maladie, eh ben, je pourrais vraiment en faire aucun. Et peut-être, enfin vous me direz en commentaire, peut-être que les hypocondriaques c'est que des gens comme ça, qui aiment trop la vie. Quelqu'un qui s'en balèque de la vie, qui reste toute la journée sur son canapé, en disant la vie c'est de la merde.
Mais je pense pas qu'il soit hypocondriaque lui. Et je pense pas qu'il traversera un jour une quelconque crise de ce type-là. Bref, en tout cas, changer sa vision de la maladie. Et bien pour faire ça, vous pouvez aller rencontrer des malades. Des malades qui sont là avec le sourire, qui se battent avec beaucoup d'énergie positive, qui sont motivés. Vous pouvez lire des témoignages de gens qui ont survécu à des cas peut-être même improbables, ça peut vous rassurer. Vous pouvez peut-être même lire, je sais pas, des bouquins comme Anti-cancer, où il y a beaucoup de témoignages de cancéreux qui, avec un mode de vie, tout ça, ont réussi à échapper au pire. Changez votre vision de la maladie. Et peut-être même que dans vos proches, et c'est possible, quelqu'un a déjà eu un cancer. Eh ben, allez lui parler, ça va pas le faire chier. Ça va pas le faire chier, je vous promets. Parlez-lui. Cette personne va peut-être vous rassurer, il va vous dire, bah écoute, oui, j'ai eu un cancer, voilà, j'ai fait 2 ans de chimio, je sais pas, et aujourd'hui tout va bien. Pourquoi vous ne feriez pas partie de ces personnes? Il y a des statistiques sur internet, bon là après ça vaut ce que ça vaut, comme quoi un Français sur 3 aura un cancer au cours de sa vie. Imaginons que par le plus grand des malheurs, vous faites partie de ces personnes. Vous allez avoir un cancer dans votre vie. Mais qui vous dit que ça va être un cancer mortel? Qui vous dit que vous allez souffrir pendant des années et ensuite crever? Vous pouvez très bien survivre. Beaucoup de gens survivent. Changez votre point de vue de la mort. Là par contre c'est un peu plus difficile. Alors évidemment, il y a la foi qui peut aider. Moi j'ai essayé, hein, j'ai parlé avec des chrétiens, des témoins de Jéhovah, des musulmans, des bouddhistes et tout. J'aimerais vraiment croire, j'aimerais tellement que la foi m'illumine. Mais bon, ça marche pas. Et là je sais qu'en disant ça, je vais encore recevoir plein d'autres messages privés pour me convertir. J'aimerais tellement être converti, je vous jure. Mais ça ne marche pas. Parce qu'on est d'accord, se dire qu'il y a Dieu qui chipote tout là-haut, ça doit être tellement rassurant. Tu dois pas avoir peur de la mort en pensant à ça, mais ça ne marche pas pour moi. J'aimerais tellement que ça marche. Mais sinon, à part la foi, qu'est-ce qu'il y a si ça ne marche pas non plus pour vous? Eh bien, vous pouvez lire par exemple « Il n'y a ni peur ni mort », qui parle vraiment de la mort, mais d'un point de vue très concret. Moi perso, c'est pas ce genre de bouquin qui m'a rassuré, mais je sais que ça a rassuré beaucoup de gens, donc voilà, je vous le conseille. Sinon, moi, c'est vraiment tout ce qui est spiritisme, la science de l'âme, des expériences de mort imminente, tout ça. J'ai trouvé un vrai côté qui m'a rassuré sur la mort à propos de tout ça. Alors c'est peut-être faux, et moi je cherche très souvent des explications et tout, mais j'ai un côté rassurant. Il y a la chaîne YouTube Tristia. Bon bref, je vous mets en description. Voilà, qui a fait des petits documentaires, des petites interviews qui m'ont beaucoup rassuré, je vous mets ça en description. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a une chaîne YouTube qui m'a beaucoup aidé, c'est The Anxiety Guy, c'est en anglais, mais ça parle d'hypocondrie, c'est très très ouf. Bref, changez votre point de vue de la mort. Mais surtout, de la maladie. Alors voilà, la mort, c'est pas obligatoire, on a tous peur de la mort, et c'est normal, c'est un instinct de survie, on a peur de la mort. Mais il faut changer cette idée de la peur de la maladie. Enfin, il faut avoir peur de la maladie, parce qu'on est d'accord, il faut avoir un bon mode de vie et tout. Mais il faut changer la pensée qu'on a de la maladie. Ok, tu peux vivre très très bien, genre sainement, manger bio, faire du sport, faire tout ce que tu veux et avoir un cancer, ça arrive, on le sait. Mais peut-être que justement, avec ton mode de vie très sain, tu vas survivre au cancer. Donc voilà, vois des choses comme ça, change les variables. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que m'avait dit la psy, parce que moi j'ai été voir une psy, pour ceux qui ne le savent pas. Elle m'avait dit qu'il fallait que je rejoue avec les probabilités, que je me réimprègne les nombres, les chiffres. Parce qu'évidemment, quand je voyais, je sais pas, 15% de personnes comme cela, un cancer et tout, bah évidemment, je me foutais dans les 15%. Et non, il faut rejouer avec les probabilités. Vous avez autant de chances que n'importe qui de survivre à n'importe quoi. Et là maintenant, c'est le dernier point, et je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, parce que moi, quand on me l'avait dit, à l'époque, l'année dernière, je n'étais vraiment pas d'accord avec ça, et en fait, finalement, c'était vrai. Cette dernière clé, pour aller mieux, eh bien, c'est de trouver ce qui cause l'hypocondrie. Et je sais que beaucoup ont envie de dire qu'ils sont juste hypocondriaques, ils ont peur de la maladie, et c'est tout, mais non. Avoir peur à ce point-là, de se faire des crises d'angoisse, de toujours espionner son corps comme ça, c'est contre-productif. C'est contre l'instinct de survie de toujours penser à la mort, au fait qu'on va pas survivre et tout. Il y a quelque chose qui a généré tout ça. Il y a peut-être même plusieurs choses. Il y en a peut-être par contre qui le savent, qui se disent « Bah moi je suis hypocondriaque depuis qu'il s'est passé tel truc, genre tel traumatisme et tout. » Hop, ils le savent. Et maintenant il faut qu'ils s'en libèrent. Mais il y a beaucoup de gens
qui vont juste dire bah non, il y a juste ça comme problème, c'est juste voilà, j'ai peur de tels symptômes et tout, mais non. Tout ça, ça arrive à cause de quelque chose ou de plusieurs choses. Et pas forcément quelque chose en rapport avec la maladie. Moi, il m'est rien arrivé en rapport avec la maladie pour que j'en arrive à une telle peur. J'ai eu une rupture difficile, un déménagement, 3 amis sont morts dans la même année. Et ben tout ça, il y a un moment, j'avais arrêté de fumer aussi, hein, ça joue, chimiquement ça joue. Mais bref, tout ça, eh bien à un moment, ton cerveau pète un câble. Et moi, ça s'est traduit par l'hypocondrie. Mais voilà, pour d'autres, ça va être autre chose. L'hypocondrie, c'est pas forcément une maladie. Ça peut être juste un symptôme de quelque chose. Il faut essayer de retrouver cette chose qui fait que t'en es là aujourd'hui. T'es pas comme ça pour aucune raison. Ton corps, il t'envoie pas des signaux comme ça pour aucune raison. T'es perdu en toi, ou au moins tu t'es perdu. T'as perdu le contact réel entre toi et ton corps. T'as peut-être l'impression d'être dans une enveloppe qui est en train de pourrir, alors que toi, là-haut, ça va très bien, ton cerveau est clean, c'est juste ton corps qui te dérange. Mais non, c'est l'inverse. Ton corps va bien, c'est là-dedans que ça envoie des mauvais signaux. Si tu es hypocondriaque, c'est que quelque chose l'a provoqué, ou des systèmes de pensée, des schémas dans lesquels tu n'arrivais pas à sortir t'ont amené ici. Mais tout ça vient de quelque chose. Tout ça vient, voilà, d'un ras-le-bol. Tout ça vient d'un traumatisme. Tout ça vient peut-être d'une profonde tristesse, d'un stress beaucoup trop important. Tu as une limite de la souffrance tolérable. C'est ce que je dis au début du 5 théories sur la dépression. Tu as une limite de la souffrance tolérable, mais tu ne connais pas cette limite. Donc si tu as vécu des trucs atroces ou juste trop stressants ou trop tristes ou je sais pas, des deuils, c'est pas n'importe quoi. Eh bien si 1 an après, t'es hypocondriaque, eh bien c'est peut-être à cause de ça. Il y a un moment où tu peux pas continuer à faire genre ça va mieux. Il y a un moment, ton cerveau il craque. Et après il va falloir tout réparer, se soigner et surtout se délivrer. Se délivrer de ce qui a provoqué l'hypocondrie. Se délivrer de l'hypocondrie. Et seulement une fois que vous serez délivré de l'hypocondrie et de ce qui a provoqué l'hypocondrie, ça ira mieux. Et c'est pour ça qu'il y a des gens hypocondriaques qui vont voir des psychiatres ou psychologues. Parce que, alors, il y a la thérapie cognitive et comportementale qui est très très bien. Donc ça c'est, pour l'hypocondrie c'est top. Mais pour ceux qui veulent vraiment savoir pourquoi ils sont comme ça, eh ben voilà, vous pouvez même faire de l'hypnose. Vous pouvez, je sais pas, faire de la méditation. Trouver quelque chose qui vous ramène dans votre inconscient. Ou pas inconscient, hein. Ça se peut que vous en ayez totalement conscience et que vous n'osez pas trop vous l'avouer à vous-même. Enfin voilà, c'est un sujet assez délicat, je me perds peut-être un peu dans mes mots, mais quelque chose provoque cette hypocondrie et il faut que vous arriviez à vous en libérer, à vous soigner. Voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Moi ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Alors, être soucieux de sa santé, c'est pas forcément être hypocondriaque, on est d'accord. Peut-être qu'après toute cette phase hypocondriaque, vous allez être juste un peu soucieux de votre santé, mais c'est pas grave, c'est sain. De faire 1 ou 2 prises de sang dans l'année, d'aller voir un dentiste régulièrement, un ophtalmo, je sais pas, c'est très sain. Donc voilà, ça c'est vivre sain. Si au contraire ça commence à bousiller votre quotidien, à générer trop de stress, tout ça, là il faut faire quelque chose. Là c'est de l'hypocondrie. Bref, là je me mêle totalement les trucs pour la fin, mais bref, c'est que je suis assez ému d'en parler, ça fait bizarre et j'espère vraiment que je vais aider des gens. Évidemment, mangez sain, faites du sport, soyez fiers surtout. Soyez fiers de vivre et surtout, soyez fiers de vivre cette vie-là et pas une autre. C'était Didier Duchamp-Dudouis. La bise.